C'est bon? Troisième. Allez, c'est parti. Bon, salut Bernard Adamski. Tu es là parce que on t'a demandé de venir et tu as accepté très gentiment de venir causer avec nous d'un truc que toi et nous et un tas d'autres gens connaissent bien, c'est-à-dire la multiplicité d'initiatives associatives intéressantes, locales, mais qui ont du mal à se connecter entre elles, si on peut dire ça comme ça. On a vu ensemble un film au Ciné-Club récemment, présidé par Christine, le Ciné-Club, je veux dire, qui disait ça. C'était des associations périgourdines, enfin des individus, des associations, qui faisaient un tas de trucs intéressants. Et nous étions quelques-uns de Périgourdins à ne pas connaître ces initiatives, et réciproquement, celles et ceux qui les faisaient connaître ne savaient pas non plus ce que nous faisions sur le terrain. Voilà, donc tu es là pour ça, parce qu'il nous a semblé que ça se retrouve en toi, tu es une espèce de carrefour de ces initiatives et de ce problème aussi. Hein. Voilà, tu es d'accord avec ça ? Je suis d'accord avec ça, au bémol près, si tu veux, que je ne vois pas trop, si tu veux, comment on pourrait mieux lier les associations. C'est-à-dire, bon, je suis un secret pour personne, hein, je fréquente assidûment le don de sang bénévole, la collecte des bouchons pour Bergognier, les ch'tis, puisque je suis originaire du Nord, bref, plusieurs assos comme ça. Et je dirais que le seul lien qui relie ces différentes assos que je fréquente, c'est surtout la collecte des bouchons. C'est-à-dire que quand je vais au don du sang, je me retrouve avec des sacs de bouchons à recycler, et les ch'tis me donnent des bouchons. Donc voilà, ça c'est le lien qui pourrait relier les différentes assos. 2 secondes. Ouais, Philippe, tu voulais ajouter un truc pour la leçon de notre dialogue, de notre discussion. Tu voulais... Il y a deux choses, enfin une chose et puis une deuxième, puisque tu l'as même évoqué toi-même tout à l'heure. Donc, articule bien. Je voudrais revenir sur ton passé, enfin ton passé très récent de militant parisien. Il y a quelques... Ch'ti, il a dit ch'ti. Non, je parlais du 5 mai, moi. Ah bon. Je parlais du 5 mai, la fête à Macron, parce que justement, là, tu parlais de convergence associative, et moi, j'aimerais revenir à cette idée de convergence des luttes, ou je ne sais quoi, politique. C'est encore peut-être deux choses où enfin, tout ça se raccroche. Ouais. Et peut-être qu'on a l'occasion, parce que tu l'as évoqué, de parler des médias et de la désinformation. Voilà, en gros, le... D'accord, tu veux ajouter son aspect... l'aspect politique de ses engagements. Je préfère le terme citoyen, si tu permets. Citoyen. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Jeune politique, c'est sale. Si tu veux, il y a tellement de personnes qui ne sont pas très honnêtes en politique que je ne tiens pas à me mêler. Le mot est devenu sale. J'en connais de très bonnes, j'en connais de très honnêtes. Hein. C'est pas la question. Mais disons que je n'ai jamais eu de carte de parti, quel qu'il soit. La seule fois où j'ai eu un semblant, c'était même pas politique d'ailleurs, c'était plutôt syndical. Sûrement pas l'erreur de ma vie, parce que ça me permet de me regarder dans la glace le matin, mais enfin je me suis quand même proposé pour un mandat professionnel dans une boîte pour qui les syndicats étaient absolument la bête à détruire, c'est-à-dire Michelin. Je me suis présenté en tant que collaborateur, alors je disais vente de collabos, parce que c'est le terme. Si tu veux, chez Michelin, il y avait 3 strates. Il y a si on peut, les ouvriers, les agents, qu'on appelle les agents, qui sont machines, les collabos, enfin les collaborateurs, qui sont juste au-dessus, et les cadres et assimilés, qui sont vraiment l'écume des jours. Et donc, à un moment donné, il n'y avait pas de représentation syndicale au niveau des collaborateurs, si ce n'est, bien sûr, le fameux UNSA, le syndicat maison. Je trouvais ça pas terrible, et donc je me suis présenté. J'ai échoué de très peu. En me présentant au 2e tour, alors les copains m'ont dit « Qu'est-ce que tu as été con ?» Tu te présentais au premier... étiquette, pardon. Sous CFDT. CFDT. Parce que, si tu veux, je fonctionne à l'envers de tout le monde, moi. Toute ma jeunesse, je l'ai passée à espérer la réforme. Et aujourd'hui, je ne crois plus qu'en la révolution.
Alors que normalement, la révolution est réservée aux jeunes et la réforme aux anciens. Bah justement, j'allais te demander, il est difficile de se connaître soi-même, mais j'allais te demander comment tu expliquais tes multi-engagements, enfin tes engagements pluriels comme ça, dont tu viens de nous donner une idée, donc syndical, citoyen, disons, et enfin tu mets tout ça sous le nom de citoyen, les bouchons, les ch'tis, malgré cette différence, tu mets tout sous le même chapeau citoyen. Est-ce que tu peux nous dire comment ça t'est venu, ou bien c'est une question à laquelle personne ne peut répondre? Alors, si tu veux, il y a deux composantes dans le personnage, parce que bon, je me suis quand même pas... Enfin, je me suis pas analysé, mais bon, je finis par me connaître, parce que ça m'a emmené dans des terrains qui n'étaient pas terribles. Il y a deux composantes chez moi qui sont essentielles. L'une, c'est qu'on m'a jamais appris à dire non. Je ne sais pas dire non. D'une asso, je suis happé par une autre asso qui... Voilà. Ah, t'es un type gentil, quoi. Voilà. Dans toute sa splendeur. Et génétiquement, alors j'utilisais un terme qu'on m'a... Enfin, on m'a pas reproché, mais on m'a dit, ça ne te sert pas. Moi, le terme que je disais tout le temps, servir. J'ai besoin de servir à quelque chose sur cette terre. Donc, je veux servir. Et on m'a dit... Une jeune femme ravissante qui m'a dit tu sais, parler de servir, ce n'est pas très valorisant, il faudrait plutôt dire te rendre utile. Ouais. Parce que dans servir, il y a esclave ou quelque chose comme ça. T'as raison, je préfère servir, tu as raison. Oui, moi je trouve que enfin bref, moi peu importe, c'est une terminologie. Est-ce que là tu parles de deux composantes, mais la composante, j'allais dire culturelle, parce que j'imagine que est-ce que tu n'étais pas composante culturelle. Parce que tu dis que tu es originaire du Nord, alors est-ce qu'il y a une culture syndicale, politique, associative très forte? Alors il faut savoir que mes grands-parents, toutes les photos de mes grands-parents, ils sont comme ça. Je ne savais pas ce que ça voulait dire, j'ai rapidement appris. Et par contre, c'était des cocos dans le Nord? Pardon? C'était des cocos? Plutôt socialistes. Socialistes. Et c'était l'époque déjà où on ne parlait pas politique. Et eux, ils en parlaient par contre. Hein. Toute la famille en parlait. Mais c'est recommandé de ne pas parler ni politique ni religion parce que c'est ce qui divise. Et eux, ils en parlaient. Et puis il y a eu des batailles dans la famille, mais au point de se fâcher au niveau familial. C'est ça. Bref, donc ça c'est le côté maternel. Et du côté paternel, alors là, bizarrement, les choses sont bizarres, mais c'est comme ça. Mon père, donc, qui est polonais, comme mon nom l'indique. Mon père polonais, il est né dans la même région que Jean-Paul II, Karol Wojtyła. Quand j'en voyais, que j'entendais Karol Wojtyła à la télé parler français, je voyais, j'entendais mon père, la même bouille ronde, sympathique et tout. Et lui était fondamentalement, comme beaucoup de Polonais, catholique, je dirais pas militant, mais quand même pas mal. Tu sais comment il s'est retrouvé en France? Bah oui, il a fait la guerre, il était dans la cavalerie, il a fait la guerre à cheval contre les Panzer-Division, il s'est rapidement retrouvé dans un camp, il a fait plusieurs camps, et à la fin de la guerre, il s'est fait libérer en Suisse, il est passé en France. Il avait déjà, à ce moment-là, il est de 11 ans. Et Panzer-Division, c'était les Allemands? Oui. Mais il y a aussi les communistes en Pologne. Ah oui, mais... Les soviétiques à l'époque. Oui, attends, c'est venu après ça. Bah, donc lui, il est passé... lui, si tu veux, de Suisse, il est passé en France. Et en donc France, là, on est dans quelle année? On est dans les années 45-46. Ah, c'était après la guerre. Là, ils sont libérés. Les soviétiques étaient déjà là. Ah bah oui. Et il a eu de la chance de ne pas se retrouver en camp soviétique. Alors, il a eu la chance parce qu'il l'a décidé. Ils ont tous posé leurs valises. Mais il y avait une partie des Polonais qui était obligée de retourner en Pologne, femmes et enfants, poum. Lui, 36 ans, n'avait pas de liaison sentimentale, personne. Donc, avec plusieurs des célibataires, ils ont dit, vous nous enverrez des nouvelles, et à ce moment-là, on avisera, parce qu'ils avaient bien entendu que c'était peut-être pas Yalta, mais quelque chose qui ressemblait. Donc, ils ont dit, prudence. Et pas de nouvelles, bonne nouvelle, on reste sur place. Rapidement, il a connu ma mère, encore plus rapidement, mon frère aîné est né, et ensuite se sont enchaînés le Bernard, donc le Stani en premier, le Bernard et la Véronique. Oui, mais pourquoi la France? Je veux dire, pourquoi... Pourquoi la France? Parce que bon, il était tombé là. Tu sais, c'était quelqu'un dans une réunion de famille, il était dans un coin, il écoutait, je ne suis pas sûr qu'il comprenait tout, mais il ne parlait pas. Ce qui fait que jusqu'à la fin de sa vie, il employait des expressions, par exemple, il disait pas je vais laver la vaisselle, parce qu'il la lavait qu'une fois lui.
Donc il disait je vais la vaisselle. Parce qu'il au lieu de dire je vais laver la vaisselle. Je sais pas comment. Bref, donc il avait comme ça des expressions. Manque de chance, il a eu une tuberculose, c'est un petit peu génétique aussi chez les Polonais. Cette tuberculose a duré, tout ça, bon, ça a plongé la famille. Ma mère a retroussé ses manches et elle a, vraiment au sens propre du terme, elle a élevé 3 enfants. Et elle les a bien élevés, c'était très directif. Il ne fallait pas s'écarter du chemin, sinon on en prenait une. Enfin, on l'a pris la première fois, après on savait que... Et donc, j'estime qu'elle a très bien travaillé. Et par contre, chez moi est né ce sentiment d'injustice qui motive certainement mes actions citoyennes d'aujourd'hui. Ton sentiment d'injustice lié à quoi Lié à quoi ? Au fait que ma mère travaillait comme une esclave, chez des gens qui étaient commissaires de police, pharmaciens, trucs machin. Elle cumulait les postes de façon à se remplir la semaine. Ouais. Et si tu veux, pour gagner pas grand-chose. D'accord. Dis-moi, ton père, tu sais pas exactement pourquoi il est venu en France plutôt qu'en Italie ou en Angleterre Non, là je sais pas. Vous voyez, peut-être parce qu'il y avait beaucoup de Polonais dans le Nord, hein. Enfin il y a quand même une tradition alors, il y avait des Polonais, de migration polonaise. En 1917, on manquait d'hommes dans les mines. On a fait venir les Polonais qui, eux, avaient l'habitude de travailler dans ce milieu-là. Donc voilà, donc ils ont peut-être eu des contacts avec des Polonais déjà installés, je ne sais pas. Mais réellement, je ne peux pas répondre à la question. Il avait un métier ? Il avait un métier. Ton père. Alors, là encore, c'est assez bizarre. Ma mère me disait, tu sais, ton père, en m'épousant, il a fait de gros sacrifices parce qu'en retournant en Pologne, il aurait pu être soit curé, soit instituteur. Curé, moi je pensais que c'était parce qu'il avait une tonsure, tu vois. Il y avait autre chose quand même. Et donc, il avait certainement beaucoup d'éducation. C'est ce qui l'a un petit peu certainement, qui l'a amené aux dépressions. Parce qu'il était manœuvre, hein, il était chez un patron, il était manœuvre, Vanutrive, un grand tisserand de Tourcoing. Ouais. Donc ça a dû, si tu veux, plus ou moins voir sa femme dans cet état-là, lui qui ne pouvait pas faire grand-chose. Alors, il ne pouvait pas faire grand-chose, peut-être aussi parce que il était comme moi, il n'avait pas la fibre ni commerciale, il n'avait pas le sens du risque. C'est-à-dire, si tu veux, bon, il trouvait un boulot de manœuvre, bon, c'est tout. Alors que ses copains, ils ont cherché d'autres voies, commerçants et tout, et eux ont réussi. Il était peut-être aussi affaibli par sa maladie. Pas encore au début, pas au début. Pas au début. Mais enfin, bon, tout ça, ça a joué, bon, ça a tourné, ce qui fait que j'ai assez peu connu mon père, et c'est surtout ma mère qui nous a élevés, quoi. Il est mort assez vite ? Il est décédé, il avait 63 ans, pardon. D'accord. Donc voilà. Et toi, tu avais... Et moi, j'avais 25 ans. D'accord. Mais si tu veux, entre les séjours à l'hôpital, tout ça, on n'a pas eu vraiment... Et puis, comme dit Daniel Guichard dans la chanson, à 15 ans, on est con, on ne pense pas à parler. Et puis maintenant, peut-être que si papa était là, voilà. D'accord. Est-ce qu'il y a une autre composante professionnelle dans ta culture syndicale et militante ? Est-ce que, par exemple, quand tu étais chez Michelin, toi, tu parlais de ton engagement à Michelin, est-ce que dans ton métier, tu as été confronté à une construction, une formation de politique ou syndicale ? Oui, parce que si tu veux, bon, je me rendais bien compte que si tu veux, on traitait des gens qui apportaient la richesse, c'est toujours le cas, hein, ceux qui apportent la vraie richesse, la valeur ajoutée de ce qui rentre dans l'usine, elle n'est pas rétribuée à la hauteur de ce qu'elle devrait. Donc, si tu veux, Michelin, c'est quand même une famille. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon frère est rentré comme apprenti SNCF et s'en est très bien porté. Je voulais rentrer comme apprenti SNCF, ça n'a pas marché. À cause de ton problème aux oreilles, donc, on parlait. Le conseiller en orientation scolaire a dit à ma mère, mais attendez, un gamin qui a des résultats comme lui, vous n'allez pas le mettre au boulot, faut lui laisser poursuivre. Elle dit oui, mais... il dit attendez, je vais vous trouver les... Bon, alors donc j'ai continué et je suis allé jusqu'au bac technique, le brevet de technicien en fabrication mécanique, alors que j'étais plutôt du type littéraire, artistique, tout ça, mais il fallait manger. Et c'est ça que j'avais dans ma tête. Je me disais, un artiste, il va bouffer de la vache enragée et peut-être qu'un jour il vendra un tableau à 1 million, mais en attendant, il bouffe de la vache enragée. Et ça se voit avec les chanteurs et tout. Enfin bref. C'était la peinture ? Non, moi c'était l'écriture, moi. Parce que j'ai beaucoup lu, parce que pendant cette période-là de primo-infection, tous les trois, on était obligés, on était allongés dans un lit, que ce soit à la maison, après en préventorium,
en préventorium, ça a été un petit peu le déclic pour moi, ça n'a pas été pour ma sœur et mon frère, mais pour moi. Alors on nous allongeait au soleil, parce que c'était... Alors j'étais à Megève, pas sur les pistes, on était dans un sanatorium, toutes les fenêtres étaient ouvertes, on était emmaillotés comme des bébés là-dedans, on prenait le soleil ici. C'est le beau temps de l'État-providence. Voilà, et on écoutait ce que les monitrices, le directeur voulaient bien nous passer. Et ce qu'ils nous passaient, c'était Le Petit Prince, c'était, l'allumeur de réverbère, hein. Oui, donc le Petit Prince, pardon. Et Kipling, tout, probablement. Pardon. Rudyard Kipling, non? Non, Le livre pas de la encore. jungle, non? Non, je l'ai découvert beaucoup plus tard. Ah bon? Et bon, donc je lisais beaucoup parce qu'on était Coincé. Et puis en plus il y avait des musiques qui arrivaient, tout ça, donc bon. Et ça a été un petit peu ce qui m'a fait décoller un petit peu, qui m'a rendu plus sensible, parce que si tu veux, je pense que j'étais très matérialiste. On appelait ça un préventorium ou un sanatorium? Non, mon père en sadin, mais moi Et toi en préventorium? en préventorium. Parce que vous n'aviez pas la j'avais une tuberculose. primo-infection. C'est ça, ok. C'est ça. Voilà. Et donc voilà, donc en revenant, j'ai continué à lire, tout ça. Donc c'est pour ça que j'ai une facilité. Il y a beaucoup de gens qui me disent, oh dis donc, ça a dû te prendre un temps fou d'écrire ton mail là. Je dis non, parce que ça vient comme ça, c'est... voilà. Donc j'ai aucun mérite. Et donc voilà. Alors pour en revenir à Michelin, j'étais donc dans le technique, et par contre déjà ces strates là, ça me bouffait un peu. Et il fallait, bien sûr, chez Michelin, respecter la règle. En particulier, on ne peut pas servir de maître. Alors ça, j'adore. J'adore. Parce que, bien sûr, on ne peut pas servir le maître du syndicat, mais ça veut dire que Michelin est un maître aussi. Il n'avait pas le fouet dans les mains, mais enfin bon. Donc, je ne vais pas cracher dans la soupe. J'ai fait mes 40 ans chez Michelin. Je suis rentré chez Michelin, j'étais 50% la première année. Plus cher payé qu'une boîte qu'on m'avait proposée dans le Nord. Et pendant les 4 ans, parce que j'étais sur une bonne pente, Paternalisme pendant 4 triomphant. ans, 20% d'augmentation par an en 2 fois, juillet et décembre. Ce qui Tu fait t'occupais des machines? Comment alors j'ai commencé à Clermont-Ferrand, 9 ans, bureau d'études, mais alors bureau d'études très détaché de la matière, parce que ce qu'on dessinait était envoyé pour des usines allemandes, trucs machin. Et donc après, par contre, on m'a demandé, et ça me plaisait mieux, on m'a demandé de rejoindre l'unité de Joules-les-Tours, qui était la plus grosse. On appelait ça des petites usines, les usines de fabrication. C'était la plus grosse petite usine Michelin de France à Joules-les-Tours. 4200 personnes quand je suis arrivé en 77, 4200 personnes. Ça n'a fait que descendre, mais à partir de 73, enfin même plus parce que je suis arrivé en 77, à partir de 80, tout ça. Et là, actuellement, ils ont une machine assez spécifique qui va peut-être garder sur le site 200 à 300 personnes, comme Bourges a sa spécificité dans le pneu avion qui permet de garder un petit noyau, mais sinon tout est parti en Pologne, par exemple, qui était notre principal. Donc tu as vécu ça, tu as vécu la désindustrialisation, voilà. la délocalisation. Voilà. Alors le fait que, par exemple, Saint-Jean-de-la-Rouelle, Orléans ferme, alors vous allez prendre le car à 3h30 du matin, enfin eux un peu plus tard, 4h du matin, parce que j'avais déjà vécu l'expérience avec la Redoute à Roubaix, payait une dame qui montait dans le bus à par exemple 3h du matin, qui se coltinait tout un périple en Belgique, tout ça, et ramenait sur le lieu de travail des filles et les ramenait le soir. Et si tu veux, le gros avantage de la formule, c'est qu'on paye un quart à une conductrice qui travaille quand même. À l'époque, elle travaillait quand même dans sa journée. On paye un quart, et là, c'est tout bénef, parce que le type qui est au milieu de la campagne, il ne réclame pas beaucoup. Lui, il est déjà beaucoup plus payé que dans sa campagne. Et chez Michelin, c'était pareil. Il y a des gens qui montaient dans le car à 3h30 pour prendre... Ils habitaient Saumur. Alors, Saumur, on va dire, il ne faut pas 1h30 pour arriver... Ah non, mais attends, il faisait le machin. Donc, il montait à Saumur, il faisait tout le parcours, il arrivait à 5h10. Et quand il sortait, à 13h, c'était pareil. 13h10, le car démarrait, lui, à 15h, il était chez lui. Donc bon. Donc ça date pas de la mondialisation, le fait d'aller chercher une main-d'œuvre. Alors voilà. Et alors après, bon, la mondialisation, il y a eu des usines créées un peu partout. Donc Saint-Jean-de-la-Rouelle a fermé, Bourges a pratiquement fermé. Bernard, excuse-moi, justement, juste pour terminer sur Michelin, parce qu'après on viendra peut-être au cœur du truc. Moi je viens de La Roche-sur-Yon, donc il y a une usine Michelin, et il me semble quand même que tu évoquais ce système très paternaliste.
j'ai cru lire, je sais pas exactement comment ça fonctionne, qu'il y avait la volonté de transmettre aux ouvriers la possibilité de décider de la production, etc. Tu es au courant de quoi de décider de la production? Non, il y a chez Michelin un système... Est-ce que c'est du paternalisme ou est-ce qu'il y a une réelle volonté? Chez Michelin, non. Chez Michelin, c'est sûr, il y a du paternalisme. Mes 2 enfants aînés sont nés dans une clinique Michelin. Il y avait des écoles Michelin pour passer le BTS. Il y avait, si tu veux, Bib City ou Michelin City pour Clermont-Ferrand. C'est pas volé, hein. Okay. C'est exactement ça. Et en 48, quand il y a eu la création, alors ça je l'ai appris après bien sûr, mais en 48, quand il y a eu la création des comités d'entreprise, Michelin a dit aux syndicats, moi je veux bien qu'il y ait des comités d'entreprise, mais la loi m'oblige à ça. Je pense qu'aujourd'hui je vous donne plus. Alors on fait un trait là-dessus, on n'en parle plus. Les syndicats ont dit, la loi, c'est la loi. Donc cette expérience de pouvoir donner aux ouvriers la possibilité de décider de combien ils vont produire, ça fonctionne vraiment ça ou... Disons que je pense que tu fais allusion surtout aux suggestions chez Michelin. Toute suggestion, toute idée émise rapportait à l'époque 5 francs. C'était pas une très grosse somme. A contrario, celui qui faisait gagner des milliers de francs par une suggestion, n'en touchait peut-être qu'un vingtième ou tu vois, très peu. Parce qu'on lui disait il faut rétribuer celui qu'on a payé qui a rien apporté. On lui a donné 5 francs, ça n'a rien apporté. Donc il y avait un système qui permet d'évoluer parce que qui connaît mieux la machine que le gars qui est 8 heures devant. Donc il y a des gens, alors il y a des gens qui sont un peu comme ça, ils travaillent. Et il y en a d'autres, ça ronronne tout le temps. Je pense surtout aux dépanneurs. Qui ont posé des suggestions qui étaient... et moi, j'étais très... alors ça aussi, c'est... si tu veux, j'ai été... à un moment donné, je me souviens, le gars que je remplaçais au bureau d'études, il part en retraite. Je m'amène dans le bureau de dépannage et je demande au chef d'équipe de faire passer une boîte pour mon collègue qui part en retraite. Et le gars, il me dit, ça s'est jamais fait. Ah bon. Il dit, ça s'est jamais fait, les agents, ils donnent pas de l'argent pour les collaborateurs. Je sais pas, moi, je pensais qu'on aurait pu faire ça. Eh ben, mon vieux, après, j'ai eu le droit aux félicitations du jury. Parce que le chef, il me disait, les gars, ils se sont sentis reconnus. Ah. On a le droit, même si c'est pour donner de l'argent à ce gars-là, on est reconnu en tant que personne. Et tu as fait passer, fait tomber une partie de la barrière. Voilà. Donc voilà. Alors, comme je dis, Michelin, je ne vais pas cracher. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, Carlos Ghosn, c'est un nom peut-être que vous avez entendu. Oui. Renault. Voilà. Alors lui, il avait des dents qui rayaient le parquet au 3e sous-sol. Et à un moment donné, il était chez Michelin. Et à un moment donné, il décide de rentrer au Conseil des sages. Et là, Michelin, non. Le Conseil des sages, c'est la famille. C'est elle qui pilote l'entreprise, donc vous serez à vie employé. Je m'en vais. Il est parti chez Renault, enfin Nissan Renault, avec la carrière que l'on sait. Donc voilà. Ok pour ce... En tout cas, tu craches pas dans la soupe, hein, encore une fois. Voilà. Au total, Alors ensuite, j'ai fait ma carrière. Alors je dois dire, parce que très honnêtement, pendant toute cette période, mis à part ce petit engagement, alors des engagements personnels, pas me concerner que moi, et cet engagement syndical en tant qu'inscription sur une liste électorale professionnelle, mis à part ça, j'étais comme le but aussi un moyen, je regardais la télé, je croyais tout ce que la télé disait, je n'achetais pas le journal parce que bref, donc j'ai vécu comme ça. Donc j'ai pris ma retraite à Jouer-les-Tours, j'avais 3 enfants, 2 mariages, et à Jouer-les-Tours j'étais divorcé, j'ai rencontré une dame qui était divorcée, qui était périgourdine, dont le papa vivait toujours à Périgueux, et qui m'a demandé si je la suivrais ici. Donc je suis venu ici, et au début, je me suis fait un petit peu reprendre par elle, parce qu'elle me dit, mais attends, elle dit je rentre, parce qu'elle était beaucoup plus jeune que moi, donc sa fin d'activité... il y avait déjà en différence d'âge 9 ans, mais avec les modifications du truc, il y avait au moins 11 ans d'activité différente. Bon bref, alors elle rentrait le midi et le soir, elle dit bah, attends, tu vas pas passer ta vie comme ça, repasser, faire la vaisselle, la maison, l'homme au foyer quoi.
Oh, ça allait bien, parce qu'avec ma mère, comme elle faisait les ménages, nous, à la maison, on s'occupait de nettoyer les vitres par terre et tout. On ne voulait pas que la maman arrive à la maison, recommence. Donc voilà. Donc j'ai une facilité à faire tout ce genre de boulot, ces bases begnottes. Bref. Et donc, elle me dit, il faudrait faire autre chose. Et c'est là que ça a commencé. Parce qu'elle ne s'était pas rendue compte à quel point je ne savais pas dire non. Donc j'ai commencé par la marche nordique. Bon, mes manques de peau, les 3 animateurs, j'étais à l'ALEP, les 3 animateurs de l'ALEP ont une fédération qui n'est pas l'ALEP et qui, hop, ils sont partis, donc ils n'avaient plus d'animateurs. On me demande d'être animateur, je dis moi je veux bien, mais j'ai une compagne, je vais quand même pas la laisser toute seule le mercredi, le samedi et le dimanche pour aller, bon. Alors comme il n'y avait personne d'autre, j'étais animateur, bon, je suis de la marche nordique animateur, je suis passé à la gym, de la gym, enfin bref, de fil en, par exemple, en étant en marchant, j'ai fait la marche rose, les marches roses, et à un moment donné, pendant la marche rose, au début, je discutais avec la présidente des bouchons, à la fin de la marche, j'étais un bouchonneux. Donc, voilà. C'est bon à savoir, hein, s'il y a des associations qui ont besoin de bénévoles, vous pouvez demander à Bernard. Ah oui, mais alors, quand je suis... Pardon ? Je t'en parlerai après. Oui. Elle a du boulot pour toi. Oui. Qui ne sait pas dire non. Voilà. Qu'est-ce que j'allais dire Donc de fil en aiguille, hein, on a compris tu passes que d'assaut en assaut. Ouais. Les engagements de fil en aiguille comme ça, c'était... si on... bon, et alors, attends, excuse-moi. Vas-y. Alors, par contre, c'est sûr que pour rendre heureux un maximum de gens, souvent, donc j'ai décidé de continuer à rendre heureux le maximum de gens, et puis d'éviter de faire une malheureuse derrière moi. Bon, nos caractères ont joué beaucoup dans la rupture, et ça a été ma 3e rupture, puisque premier divorce, 2e divorce, et puis là en compagnon, 3e rupture. J'ai un problème avec les femmes. La tendresse, c'est quelque chose Qui n'en a pas, tu sais. que je trouve vraiment le cœur du monde, mais bon, bref, donc je suis comme ça, je suis seul et bien seul. D'accord. Voilà, et bien d'être seul, pardon. Voilà. Alors, parlons, justement, excuse-moi Gilles, mais pour en revenir à tout ce qu'on disait au tout début sur la pluralité et puis l'impossibilité ou la difficulté de faire converger tout ça, il existe des tentatives, comme celle-là par exemple à Bergerac, qui avait justement cette idée-là de rassembler un peu les initiatives associatives, et puis je sais pas, moi j'ai pas trop jugé leur action parce que je connais pas très bien ce qu'ils font, mais voilà, on a l'impression que c'est quand même difficile de mettre ça en œuvre. La guerre mondiale essaye avec CELA de monter quelque chose qui et l'œil lucide, une autre association, de monter une sorte de structure qui permettrait Il y a Canal Pourpre aussi qui essaye de se développer, mais c'est difficile. Une structure qui permettrait justement et ça marche pas très bien, mais pas en Oui, fonction c'est des personnes, mais je crois que c'est pareil à Bordeaux, enfin c'est pareil partout. Ouais, donc, mais est-ce si que finalement c'est un obstacle ou un échec, ça? C'est peut-être bien qu'il n'y ait pas de cette convergence. Bah, disons, moi j'ai connu Fred, qui est à l'origine de CELA. J'étais à Attaque déjà. Et à un moment donné, une réunion Attaque, le voilà qui arrive. Donc on était dans notre petit machin. Et lui, il arrive, il écoute tout ça. Puis à un moment donné, il dit voilà, je vais vous annoncer une grande nouvelle. On va créer quelque chose, et le voilà parti, plein d'enthousiasme et tout. Et c'est vrai que c'était... Alors, au début, j'étais avec CELA, comme j'ai été avec toutes les assos. Et puis, comme ça vivait seul, et que, fallait pas trop que je m'écarte quand même, j'en avais déjà suffisamment. Donc, j'ai laissé vivre CELA, quoi. Mais c'est vrai qu'à ce niveau-là, par contre, ils auraient pu espérer une plus grande fédération, quoi, une plus grande... cohésion. Et l'œil lucide, je l'ai découvert dernièrement à l'occasion de la série qui projette sur les femmes, là, le droit des femmes. Je ne connaissais pas du tout cette association, mais bon, c'est quelque chose qui est bien parce que ça soulève des problèmes de société. On est mis en face de certaines situations qui font que ça oblige les gens à réfléchir. Alors par contre, là où, si tu veux, où j'ai un petit peu... c'est que je me rends compte que, si tu veux, c'est beaucoup plus difficile de motiver une population que de motiver 2 ou 3 associations à essayer de vivre ensemble. Alors, ce qui me déglingue, j'ai participé à beaucoup de... Je suis arrivé en août 2010
C'était le début de la campagne pour les retraites, paf, c'était parti. J'étais dans toutes les manifs. Je suis allé à Paris, alors pour Mélenchon avant la présidentielle, après la présidentielle, je suis allé pour Lordon et Ruffin, tout ça. Les économistes atterrés, ils avaient déjà fait paraître des bouquins, tout ça, qui montraient qu'on marchait sur la tête depuis longtemps. Bref, voilà. Et ce qui me désolait, c'est que quand on tractait, par exemple, contre le Linky, quoi que ce soit, alors il y avait les badauds là, qui étaient là, le terme est propre. Alors les badauds sont là, ils nous regardent en rigolant doucement, sous clap, tout ça. S'ils en avaient des œufs et des tomates pourries, ils nous les balanceraient à la figure. Bon, ils sont assez calmes. Là, alors ça aussi, la manif, je ne demande pas à casser des vitrines, parce que le gars qui est propriétaire de la vitrine, il y est pour rien dans le système. Pourtant, tu as dit que tu étais révolutionnaire tout à l'heure. Alors. Oui, mais pas dans ce sens-là. Ça, c'est pas un révolutionnaire, ça, c'est un casseur, ça. Le casseur, c'est le mot des médias, hein, excuse-moi, mais... Oui. Mais, on parlait... Mais si tu veux... alors, j'irai pas casser le bien de quelqu'un, mais je trouve que nos manifestations sont... Je l'ai exprimé déjà, à Attaque et tout ça, nos manifestations sont plan-plan. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas... Alors, je ne sais pas quelle forme ça pourrait prendre, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que je ne suis pas un meneur. Moi, je ne suis pas meneur. Je suis quelqu'un qui apporte tout ce qu'il peut. Et de ce côté-là, je disais souvent, je ne suis pas militant. Parce que je ne vais pas aller trouver les gens dans la rue en disant, dis donc, toi, tu vas me signer une carte pour le parti, parce que ça ne peut pas durer comme ça. Tu te rends compte dans quelles conditions tu vis? Non, je ne suis pas comme ça. Je montre l'exemple, j'essaie de dire, voilà ce que je pense, voilà ce que je vis. Et ce serait bien que les gens... Mais voilà. Donc, donc, comment faire pour que la révolution, si on peut dire, la machin prenne? Gilles, j'essaye de faire le lien entre ton expérience professionnelle et ton expérience associative. Ton expérience professionnelle, en gros, c'est celui d'un tas de gens, c'est-à-dire la financiarisation du monde. Ce que tu appelles le système, c'est la financiarisation du monde. Alors, pour les associations, évidemment, on ne peut pas accuser cette cause, ou du moins que je sache, il n'y a pas beaucoup de financiarisation des assos. Voilà. Il y a peut-être quelques pourris dans les assos. Il y a peut-être quelques scandales. Qui font beaucoup de mal d'ailleurs. Il y en a eu. Rosemary voilà, a fait je me beaucoup de souviens mal. du cancer, etc. Mais enfin, je ne pense pas quand même que ce soit une cause de ce qu'on constate aujourd'hui. Alors, est-ce que quand même tu as... C'est quoi? C'est l'individualisme qu'il faut accuser? Ouais. Alors, il y a plusieurs causes, si tu veux. Ouais. D'abord, il y a la peur. Ouais. Ah, ça, la peur, c'est ce qui gouverne le monde. Surtout quand le boulot est devenu aussi précaire qu'aujourd'hui. Voilà. Donc, les gens ont tellement peur que l'autre, c'est fatalement un ennemi. Tu vois, parce qu'ils ont peur de lui. Ils ne connaissent pas trop. Le peu qu'ils en connaissent, ça n'a pas l'air d'être tellement reluisant. Ils ne cherchent pas à savoir plus. On peut perdre son boulot aujourd'hui plus facilement qu'hier. Oui. Et quand on a un boulot, un système qui est en France depuis la maternelle, c'est la concurrence, la mise en concurrence. Les gamins sont mis en concurrence. Dis donc, toi, tu te rends compte, ton copain, là, il a 15 ans. Alors toi, tu vas pas tarder à dégager. Parce que, voilà, bon, ça c'est la concurrence qui n'existe pas dans certains pays nordiques qui permettent aux enfants de s'épanouir. Parce que là, ils sont la tête dans le guidon, et il leur faut avoir un demi-point de plus que le premier. Voilà. J'étais dans ce système, puisque j'étais... Et tu parles à un prof. En tête, oui. Il y a quand même une évolution. C'est vrai que souvent on dit... on ramène souvent l'éducation à la française qui est très dans cette émulation de compétition, mais il y a de plus en plus les collègues, les profs essaient de travailler en collaboration, en co-construction avec les gamins. Ouais, donc il faut j'ai pas non plus un petit peu le milieu parce que j'ai plus d'enfants scolarisés, donc je sais plus trop comment ça fonctionne. Voilà. Et par contre, pour parler de cet aspect financier des assos, ce qui je ne veux pas dire que ça m'énerve, parce que c'est vrai, mais c'est quand j'ai devant moi une voiture, machin, plombier, menuisier, truc, machin, l'artisanat, la première entreprise de France. J'ai envie de dire, mettez donc ex aequo les bénévoles. Parce que la puissance économique des bénévoles, tous les ans, on remet 10 500 €, tous les ans.
ça fait 3 ans de suite, on espère s'améliorer, mais ça fait 3 ans de suite qu'on remet 10 500 € à Bergonié, en triant les bouchons. Bon, donc on a un certain poids quand même dans le truc. Quand on fait une manifestation ch'ti, on fait vivre un peu du commerce local, un gars qui fait un petit peu de musique, tout ça. Bon, je pense qu'on est un petit peu dans le système économique. Voilà, le don du sang, un peu moins, mais là, c'est là. Alors, le don du sang, c'est pareil, c'est l'un des gènes qui m'a été donné génétiquement, parce que ma mère donnait son sang, et les 3 enfants ont donné leur sang. Bon, moi, j'ai été arrêté juste avant, j'ai 70 ans le 11 septembre, donc j'aurais été de toute façon obligé d'arrêter, mais on m'a découvert que j'avais trop de fer, pas pour le... À 70 ans, on ne peut plus donner son sang? Non. Ah, j'ignorais ça. Ouais. Et de même que si tu pèses, c'est pas mon cas, moins de 50 kilos. Mais c'est dommage parce qu'il y a des gamines. Il y a des gamines qui se font refuser parce qu'elles ne font pas 50 kilos. D'accord. Une chose à ce niveau-là, quelque chose qui remonte quand même le moral, c'est de voir des jeunes venir donner leur sang. Et alors, pour en revenir à vos activités, une fois, je ne sais pas si tu t'en souviendras, Christine, il y avait une projection, je n'ai pas retenu ce que c'était comme projection, donc on était la vieille arrière-garde d'Attaque, tout ça, enfin elle était là, et il y avait un jeune qui était là. Puis le film passe, tout ça, paf, on allume les lumières, on va commencer à débattre. Le jeune, moi, putain, non, mec. Alors il dit, voilà, je vais vous dire quelque chose vraiment qu'il faut que je vous le dise. Je suis à la fois surpris et excessivement content de voir toutes ces personnes âgées, je ne sais pas s'il a dit les vieux, bref, peu importe le terme employé, mais c'était l'esprit, toutes ces personnes âgées se casser le cul pour des problèmes qui, tôt ou tard, vont plus trop les concerner. Alors bon, il a fait son dû. Merci beaucoup. J'ai bien aimé. J'ai pas voulu interrompre. Et quand on est sorti, je l'ai rattrapé. J'ai dit, vous savez, vous avez été content de nous voir. Vous pouvez pas savoir ce que nous avons été contents de vous voir. Parce que je dis, c'est vous qui êtes concernés. Parce que c'est votre avenir qui est en cause. Là. Donc ça, on le voit. Pas dans tout, mais on voit qu'il y a des moments donnés, la jeunesse commence à s'impliquer. Mais c'est assez long, ce qui n'est pas le cas au don du sang. Alors que les autres assos, les bouchons, les ch'tis, moyenne d'âge... Si tu mets tout ça sous le chapeau citoyen, est-ce que quand même tu n'as pas l'impression que tu es de plus en plus politique ? Bah oui, parce que si tu veux, il y a quand même des choses qui me travaillent de plus en plus. Alors, plutôt insoumis que bouchon, je veux dire. Tu vois ce que je veux dire ? Pardon ? Plutôt insoumis que bouchon, quoi. Tu es en train de glisser... Ah mais attends, alors ça c'est comme les repas de famille. Hein. Quand je suis au bouchon, je ne parle pas du catholicisme et de Mélenchon. Hein. Ah d'accord. Ah non, parce que... Et une fois, j'ai voulu le faire avec les ch'tis, et on m'a dit, Bernard, on est une association, on veut rester une association. Il y a des sujets, bizarrement, il y a des sujets qui fâchent. C'est-à-dire, dès que tu commences à parler en famille ou comme ça, les gens, paf, ça y est, un rouge, oh là, méfions-nous. Et c'est pas la même chose du côté des insoumis qui te diraient... Ah non, parce que moi je suis un mouvement... ils en ont rien à foutre, enfin c'est pas qu'ils en ont rien à foutre des bouchons ou du sang, mais ça n'a pas du tout la même connotation chez eux. D'accord. Tu vois ? Tu es trop plus ouvert en tout cas. Oui, eux ils sont, voilà. On n'interdit pas de parler de ceci ou de cela. Voilà, et alors comme tu disais, petit à petit, je me suis politisé si on peut dire, hein. Ouais. Alors il y a Attaque, et il y a le fait, après bien sûr, la culture. Quand je suis parti en retraite, je n'avais aucune... Je le dis à Jeanne Bigourou, la représentante du comité local Attaque Bergerac, je lui dis, tu sais, tu as affaire à un ignare. Je dis, tu m'apprends. Et souvent, je dis, je suis un éternel apprenant. C'est-à-dire que je lis les bouquins, je lis les trucs, tout ça, pour essayer d'apprendre, pour éviter de dire trop de conneries aussi. Parce que il y a des fois, elle me reprenait, elle disait, dis donc, De Gaulle, il n'a jamais embrassé Jeanne d'Arc. C'est un peu exagéré, mais bon, voilà. Donc, voilà. Mais c'est vrai que, de plus en plus, pourquoi ? Parce que je me rends compte que c'est pas avec les bouchons qu'on va permettre aux gens de manger. Oui. Voilà. Alors on permet à Bergonié d'acheter une machine spécifique qui va améliorer la recherche contre le cancer. Mais c'est pas ça. Le don du sang,
Bon, bah, les gens donnent leur sang, mais bon, bah, voilà. c'est pas Qu'est-ce si- qui te paraît, du coup, dans cette optique, le plus important aujourd'hui? Enfin, Ah, bah, pour moi, ce serait l'engagement. oui, non, mais dans ce que tu as lu bon, tu dis les bouchons, don du sang, peut-être pas, mais alors, tu penses qu'il faudrait plutôt aller du côté des partis politiques, des mouvements? Non, on pourrait rester, non, pas forcément, mais on pourrait. Alors, c'est sûr qu'en ce moment, les partis politiques, on a bien vu ce qui est arrivé au Parti Socialiste, hein, les partis politiques, bon, là, en plus, il y a une défiance justifiée de la population vis-à-vis des partis politiques, parce qu'on se rend compte que, et alors moi, ce qui m'énerve, c'est qu'on n'arrive même pas à se regrouper le temps d'une élection. Après, on discute, mais déjà, on va prendre la place. Mélenchon, alors bien sûr, ça a été bien orchestré, tu vois. Tous les médias, voilà, influents ou très représentés, à leur tête, ce n'est pas des manœuvres de chez Renault. C'est des. Alors, Représentés mais non représentatifs. pourquoi, voilà, et pourquoi ils se mettent là? C'est pas pour dire on va faire vivre un journal, on va permettre à des journalistes de manger. Non, c'est parce que eux, ils vont nous piloter l'opinion. Et là où je l'ai vu, c'est avec une conférence gesticulée qui a eu lieu à l'Orangerie. Alors moi, je suis toujours, parce que je me dis putain, à l'Orangerie, mais ça va être trop petit. Ben non, c'est 2 fois trop grand. Parce que les gens ne sont pas. Je sais pas comment il faut faire. Il y avait du monde, hein, quand même. Oui, il y avait du monde. Et si tu veux, le gros intérêt de Philippe. Pas Philippe Ménard. Merlan. 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 Philippe Ménard, c'est autre Son gros truc, ça a été à un moment donné de nous mettre en situation. Il a dit voici, je suis le directeur éditorial du journal et vous êtes les journalistes. Je vous autorise à poser toutes les questions que vous voulez. Alors, attendez, avant que vous posiez les questions, je vais vous signaler, le journal marche très bien. On a encore augmenté nos ventes de 2%. Déjà, ça veut dire, fais pas le con, on est sur la bonne voie, c'est peut-être pas la tienne. Alors, mais... excuse-moi Bernard, Je t'en prie. je pense qu'on pourrait faire ce même reproche aux médias. Le média de Mélenchon, je sais pas ce que tu en as pensé. Comment est-ce qu'on dit? Est-ce que tu es un socio? Est-ce que tu fais partie des sociaux de France Insoumise pour le média? Non. Donc ça t'a pas... Attends. Je parle du média, la télévision. Oui, le média. Les sociaux, c'est ceux Ils qui les ont, appellent comme ça, Mais les adhérents. qui ont contribué. Voilà. Alors je contribue parce que j'ai quand même des ressources qui me permettent pas d'être propriétaire. Ma question, c'était est-ce ce qu'a fait Philippe Merlan quand il faisait cette conférence de rédaction, je pense qu'on a la même chose aux médias de Mélenchon. On a vu ce qui s'est passé très récemment. Bon, je veux pas savoir. C'est monté en épingle. Il y a plein de trucs. Ok, oui. c'est monté en épingle peut-être. Comment il s'appelle le psy là, Miller. Gérard Miller. Moi personnellement, je trouve pas. Voilà, il pourrait être sur TF1 ou sur une autre chaîne, même s'il a des propos différents, c'est la même chose. T'en es content du média, toi? Tu regardes Il a sa lecture matinale tous les matins. Mais disons, peut-être pas suffisamment pour en avoir une idée aussi écoutée que la tienne. D'accord, donc t'as pas... Voilà, non. Et Pour toi, le média, c'est pas spécialement ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour contrer un peu ce que tu dénonces. Bah, si tu veux, je dois dire que mais non, pourquoi je me suis plus échauffé, plus engagé. Bon, Attaque a contribué à faire naître cet élan-là. Mais Attaque, c'est une association qui, au départ, était pour la taxation des transactions financières. Hein. C'est le CERM d'Attaque. Hein, Taxe Tobin depuis le début. Taxe Tobin au début. Donc cet été, c'était Taxe Tobin. Maintenant, c'est les transactions, taxation des transactions financières et les actions citoyennes. Et si tu veux, Attaque a commencé à me cultiver, si tu veux. Et qu'est-ce qui s'est présenté au moment de faire un geste citoyen? C'est Mélenchon. Et j'ai adoré l'éducation que faisait Mélenchon dans ses interventions. C'est-à-dire, il disait aux gens qu'est-ce que c'était qu'une constitution, qu'est-ce que c'est que ceci, qu'est-ce que c'est que cela. C'est ce qui manque le plus. Les gens, ils regardent le foot, ils vont au cinéma, ils vont danser, ils vont jouer à la pétanque. Ben oui, parce que tu leur poses la question, qu'est-ce que c'est, à quoi sert une constitution? J'en sais rien. Les députés, quel est le rôle d'un député? C'est lui qui a permis à ma fille d'être embauchée chez machin, là-bas. Voilà. Bon, alors le Sénat, c'est encore pire. Voilà, donc les gens, ils ne sont pas au courant du milieu, j'ose pas dire politique, mais politique dans lequel ils vivent. Ils ne savent pas comment ça fonctionne.
Et à un moment donné, ils mettent leur bulletin de vote. Moi, je suis sûr qu'il y en a qui mettent leur bulletin de vote Neymar en espérant que ça sorte. Footballeur, oui. Tu vois. Et si tu veux, mon gendre, il est malheureusement comme ça. Lui, il ne jure que par l'OM. Bien. Très bien. Voilà. Ok, bah écoute, merci. Tu voulais ajouter un truc ou non, ça te va? Tu veux ajouter quelque chose? Non. Non. Christine, Philippe, c'est bon? Non, mais je dirais merci Bernard, comme cette Merci émission de Bernard, télévision. Je l'ai souvent entendu. On t'a déjà fait celle-là. Oui.